Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de Belles Lettres, cette émission conçue pour recevoir pour vous un invité ou une invitée du monde littéraire pour un entretien autour de la littérature, du livre, de la lecture, de la culture. Aujourd'hui, je reçois pour vous Madame Yolande Elébé Ndembo, poétesse et auteure, une femme très engagée dans la promotion de l'écriture. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Laurent. Bienvenue à Belles Lettres. Merci. Merci de m'avoir invité. Vous êtes en fait la première dame à être invitée à cette émission et nous nous sentons vraiment honorés par votre présence. Merci. Je suis contente d'être la première et j'espère que je ne décevrai pas. Ok. D'emblée, la question qui me passe par la tête, la première, c'est... En fait, nous allons nous entretenir autour de la littérature. Quelle est votre définition de la littérature? Pour moi, la littérature, c'est le fait de mettre de la mélodie sur les mots. C'est l'écriture qui s'invite dans l'art. C'est une façon de faire en sorte que, tout comme le peintre dessine, utilise des palettes, de la couleur pour faire une œuvre, l'écrivain, le littéraire utilise les mots pour faire de la mélodie. Okay. Donc pour moi, c'est ça la littérature. Okay. Quelqu'un a donné une définition de la littérature que j'ai beaucoup aimée. Il a dit ceci: la littérature, c'est deux atomes de mots qui s'unissent par la magie du verbe pour donner des molécules de phrases. Évidemment, il devait être chimiste, je pense. Certainement, de phrases qui sont porteuses d'une dimension esthétique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parfait. Je crois que chacun, selon sa sensibilité, donne sa définition de la littérature. Mais je crois que tous, finalement, on dit la même chose. Estimez-vous que l'expression « belles lettres » est la mieux indiquée pour caractériser la littérature? Mieux, je ne sais pas, mais je crois que le fait de dire « belles lettres » veut dire ce que ça veut dire. Je crois que ça rejoint ce que je disais en disant que, quelque part, la littérature ne fait que sublimer la vie, sublimer les réalités, sublimer l'amour, sublimer aussi les douleurs. Donc, c'est mettre de belles lettres justement sur la vie. Et donc, pour moi, l'expression belles lettres me convient parfaitement. Ok. Les mots sont un peu comme des briques à partir desquelles s'élève l'édifice littéraire. Avez-vous une certaine prédilection pour certains mots de la langue française? Oui. Si je dois me remettre aux mots qui m'inspirent beaucoup, je dirais en premier, ce serait peut-être l'immortalité. C'est d'ailleurs un thème que j'utilise beaucoup dans mes écrits. L'immortalité? L'immortalité. Parce que vous avez peur de mourir? Non, au contraire. Au contraire. Au contraire, je pense que c'est juste... ce mot, pour moi, caractérise justement le pourquoi on est là. Il faut qu'on sache. C'est une question qui est basique et parfois même, peut-être enfin, tout le monde ne se pose pas la question, mais je pense que tout le monde devrait se poser la question. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour quelle raison? Et donc, quelque part, pour moi, je me dis l'immortalité, ça veut dire que tu dois chercher pourquoi tu es là, pour faire ce que tu as à faire et laisser quelque chose à l'humanité. Donc, l'immortalité, pour moi, est très important. Un autre mot? La femme. La femme, puisque vous êtes femme? Oui. Je le revendique et je l'assume, oui, la femme, parce que je crois que la femme ne prend pas assez la parole et que quelque part dans mes combats, c'est celui de mettre des mots sur les silences des femmes.
Pourquoi dans notre pays, les femmes s'illustrent en littérature en dilettantes plutôt qu'en professionnelles de la plume? Je trouve que ce qualificatif est quand même fort. De dire que les femmes se caractérisent en dilettantes. Oui. Pourquoi? Enfin, moi, j'aimerais vous poser cette question. Il y a des femmes qui écrivent juste un poème, un recueil, et puis c'est fini. On n'en parle plus après. Mais il y a des hommes qui le font aussi. Mais il y a beaucoup d'hommes qui sont confirmés en littérature. Très peu de femmes, mais oui. Les raisons ne sont pas du fait qu'elles n'écrivent plus. Les raisons sont que nous sommes dans un pays aussi où publier un livre est un parcours de combattant, vous le savez. Et parfois, c'est beaucoup plus dur pour les femmes. Moi, ayant publié, je sais à quel point ça a été difficile. Si nous n'avons pas une politique de livres qui nous permette réellement de pouvoir accéder à un éditeur, à un imprimeur, à tout ce qui fait une distribution organisée, oui. C'est tout à fait normal que les femmes aient des difficultés à publier, mais je ne pense pas que c'est par refus de le faire. C'est juste que la situation est telle que et les femmes, vous savez, au-delà du reste, je vais être vraiment basique, oui. Mais c'est une réalité. Les femmes, on a souvent 3, 4, 5 casquettes. Il y a la casquette de l'épouse, il y a la casquette de la mère, il y a la casquette de la fille, il y a la casquette professionnelle à côté. Et parfois, quand l'homme rentre à la maison et qu'il a l'occasion de pouvoir commencer à écrire quelque chose, elle se doit de faire la vaisselle et de préparer les enfants. Donc, je crois que les femmes qui sont en littérature sont de véritables guerrières. Ok. Oui. Donc, je ne qualifierais pas ça de dilettance. Je dirais plutôt que si aujourd'hui les conditions étaient un peu mieux remplies, oui. On aurait beaucoup plus de femmes en littérature au Congo. Mais nous en avons à l'étranger, hein, des Congolaises qui se débrouillent, enfin qui se défendent très bien. Mais au Congo, elles sont à compter sur le bout du doigt. Mais pourtant, j'en connais beaucoup de jeunes oui. qui pourraient publier, mais qui sont butés à la réalité de la difficulté à pouvoir accéder à pouvoir publier. Madame, d'où vous est venu cet amour, cette passion pour la littérature, pour l'écriture? Je crois que je la tiens surtout de mon père, oui. Qui est quelqu'un qui m'a initiée très tôt à la lecture d'abord. Oui. Je suis j'ai commencé à lire très très jeune, hein, grâce à justement mon père qui nous mettait toujours devant un livre. Je viens aussi, j'ai étudié à l'internat. Oui. Pendant toute mon école primaire et une partie du secondaire. Et de ce fait, les distractions n'étaient pas très nombreuses. Donc, et surtout à notre époque, de toute façon, on n'avait pas beaucoup de distractions. Donc, on passait le plus clair de notre temps à lire. Oui. Et ça m'a ouvert beaucoup d'horizons, mais ça m'a aussi donné le goût de l'écriture. Aussi parce que quand on est à l'internat et qu'on doit parler à ses parents, on écrit des lettres. Oui. Et j'avais un père qui était très rigoureux. Quand vous lui écriviez une lettre, il ne fallait pas de faute d'orthographe, il fallait que les tournures soient bonnes. Et donc, tout ça a été une initiation pour moi à la lecture, à l'écriture et bref, à la littérature. Et le premier contact avec les livres, c'était quand? Très jeune, je crois que j'ai commencé, j'ai commencé l'école primaire à 5 ans. Oui. Donc, dès que j'ai commencé, déjà avant que je commence à lire moi-même, oui. On lisait pour moi. Donc, on lisait pour moi par ma mère, par mes frères et sœurs qui étaient plus âgés que moi. Donc, j'ai toujours eu une relation avec le livre toute ma vie. Mais si je dois parler de mon premier, parce que bon, il y a eu tous ces petits, je ne sais pas si vous connaissez la série des Martines,
C'était des livres pour enfants, pour petites filles. Et puis je suis passée à la Comtesse de Ségur. Voilà. Et puis après, on est passé au Club des 5 et à d'autres, bref, de la littérature pour enfants, pour adolescents. Et puis petit à petit, je suis passée à autre chose. Mais je pense que le premier livre, pour moi, le premier roman que j'ai lu, c'est Le Petit Chose d'Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. Voilà. Et les lettres de Montmoulin, vous n'avez pas lu? J'ai lu aussi les lettres de Montmoulin. Mais Le Petit Chose, pour moi, ça a été le tout premier. C'est le tout premier roman que j'ai lu, je ne sais pas, je devais avoir 11-12 ans. Il est question de quoi? Il s'agit, Le Petit Chose, c'est un petit garçon. Oui. C'est en France, évidemment, un petit garçon qui pauvre, qui va à l'école, mais dans des conditions assez difficiles. Et ce que j'ai vraiment aimé, ça m'a capté, c'est le style d'écriture d'Alphonse Daudet. Je ne sais pas, j'ai eu un déclic avec ça, j'aimais sa façon d'écrire et ça m'a inspiré aussi dans mon écriture. Quel genre de style? Simple, accessible? C'est accessible, c'est simple, mais c'est beau, c'était assez mélancolique comme histoire. Et donc voilà, moi ça me parlait parce que j'étais à l'internat. En tant qu'enfant, j'avais un peu l'impression aussi d'être pas abandonnée, mais pas avec mes parents. Donc le Petit Chose me parlait, voilà. À part Alphonse Daudet, il n'y a pas un autre auteur classique qui vous a marqué? Marcel Pagnol, par exemple. Mais je suis passée très vite à la littérature aussi nord-américaine. Donc voilà. Au fait, j'ai lu tout type de livres. Hein. Je suis passée, oui, il y a la littérature classique, mais je lisais aussi des SAS. Donc, nous sommes tous passés par là. Donc, ou bien des Arlequins pour les jeunes filles, des petits romans à l'eau de rose. Donc, j'ai un peu été assez... j'ai toujours été assez ouverte par rapport aux œuvres que je lis ou que je lisais. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'acte de lire? C'est le voyage. Oh. Pour moi, un livre, ça me permet de voyager. Ça me permet de rencontrer, de voir d'autres contrées, de les imaginer, mais ça me permet aussi de rencontrer l'homme, la personne. Parce que dans un livre, quand on décrit une personne, non seulement physiquement, mais on doit aussi décrire ce qu'elle ressent. Et c'est une rencontre d'une âme à une autre. Et c'est ça que j'aime dans la littérature. Les livres ne vous intéresse que par son contenu ou les livres en tant que contenant? Les deux. J'aime le contenu, évidemment, mais je vous dirais même, on est à la télé, mais je sens que je me dis qu'il y a un côté sensuel au toucher du livre. Tout à fait. Donc, les deux. C'est pour ça que moi, par exemple, mes livres, je prends vraiment le temps de choisir le papier, la présentation, parce que je pense qu'au-delà du contenu, le livre doit être aussi une œuvre d'art, pour moi. Tout à fait. Est-ce que la lecture d'un livre peut procurer un plaisir qui peut rapprocher l'homme d'une certaine béatitude, d'une certaine félicité? Oui, vous utilisez les bons mots, mais je pourrais aller plus loin que ça. Oui. Je pourrais aller plus loin que ça, mais oui, le livre permet de passer par tous les sentiments. Ok. Oui, par tous les sentiments, vraiment. J'ai observé une chose dans ma bibliothèque, puisque j'ai une bibliothèque à Bandal ici. Souvent, quand les gens viennent à la bibliothèque, surtout les étudiants, c'est quand ils ont des travaux pratiques à faire. Ils ne viennent consulter que quand ils ont des travaux pratiques. Jamais ils ne viennent pour lire, pour le plaisir de lire. Et vous, vous êtes quel genre de lectrice? Je dirais, je suis une globe-trotteuse. Je suis une voyageuse. Ok. Je suis une exploratrice.
comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, un livre, c'est bien plus que juste... c'est vraiment une rencontre avec des personnages, oui, avec des pensées, et ça me permet moi-même de me nourrir. Donc, voilà, c'est ça pour moi le livre. Pourquoi avez-vous choisi la voie de la poésie pour vous exprimer en tant qu'écrivain? Difficile de répondre à cette question. Je ne pense pas l'avoir choisi. Oui. J'ai plutôt l'impression que c'est la poésie qui m'a choisi. Okay. Moi, j'avais plutôt l'habitude de coucher des pensées, oui, sur le papier. Quand j'avais, où j'observais une situation, où j'avais quelqu'un où je ressentais quelque chose, j'avais besoin de l'écrire. Oui. Et donc, comme j'ai toujours aimé, quand je parle de mélodie en littérature, mais j'ai toujours aimé le son des mots. Quand ils sont bien agencés, oui, j'avais ce plaisir-là, même dans mon écriture, d'avoir cette mélodie-là dans ce que je lisais. Et donc, je crois que ça m'a guidée dans ma manière d'écrire. Okay, et on m'a dit un jour que c'était de la poésie. Ok. Edgar Morin, un sociologue et philosophe français, a dit que le but de la poésie, c'est de nous mettre dans un état second. Est-ce que vous avez besoin d'être dans un état second pour écrire? Parfois oui, parfois non. Au fait, ce qui est bien peut-être avec la poésie, c'est qu'on a ce côté où on se libère au fait. C'est un peu un exutoire, la poésie, ça vous fait sortir de vous-même, je peux même dire. Donc oui, je peux le dire que oui, oui. Est-ce qu'on est poète pour un temps ou poète pour la vie? Je crois qu'on est poète pour la vie. Est-ce que la vie, les difficultés de la vie, l'âge n'arrive pas à extirper un peu cette poésie qui est en nous? Non, elle évolue. Elle évolue? Oui, elle évolue. Parce que quand je lis des textes que j'ai écrits il y a 30 ans, moi j'ai commencé à écrire de la poésie, j'avais 14-15 ans. Donc, malheureusement, j'ai perdu beaucoup de mes textes, mais quand je vois un ou deux textes que j'ai écrits, oui, à l'époque et aujourd'hui, je vois qu'il y a de la maturation. Mais la maturation vient avec la vie, avec l'expérience de la vie, avec, voilà. Non, je crois qu'on reste poète toute sa vie. Que pensez-vous de ceux qui disent que la poésie, pour être véritablement poésie, doit être d'emblée difficile à comprendre? Il faut qu'il y ait un effort de décodage pour la savourer et tout et tout. Ça me fait rire, moi, quand j'entends ce genre de choses. Je me dis, qui suis-je, moi, pour décider ce que la poésie devrait être? Ou ce que... Je crois que l'art, oui, l'art est avant tout, le mot qui qualifierait le mieux l'art, c'est la liberté. Okay. Un artiste ne peut pas être bridé. Okay. On ne peut pas dire à un artiste, tu ne peux pas écrire une chanson ou faire une sculpture ou dessiner de telle manière, il faut absolument que ce soit de telle manière. Je crois que ceux qui ont révolutionné, les noms qui sont restés, oui, dans l'art, même dans l'écriture, c'est les gens qui n'ont pas eu peur d'user de leur liberté de créer. Et c'est ces gens-là qui ont créé des courants. Et aujourd'hui, c'est ça qui est assez paradoxal. Une personne est sortie des rangs, on en a fait un courant, et ensuite on impose ce courant à d'autres qui pourraient eux-mêmes imposer leur liberté de créer. Donc, c'est des critiques que moi j'ai entendues même par rapport à mon écriture, et je me suis toujours dit, je n'ai jamais écrit dans le but de devenir ou d'être appelé poète, oui, ou d'être appelé écrivain. J'écris parce que j'aime ça et j'utilise toute ma liberté, mais vraiment toute ma liberté de créer dans mon écriture. Et donc, je ne permets à personne de m'imposer une façon d'écrire. Donc, qui serais-je, moi, pour l'imposer à d'autres? Maintenant, ceux qui préfèrent la poésie compliquée, tant mieux. Quelquefois, c'est vrai que j'ai des textes que peut-être certains ne comprennent pas.
et d'autres comprennent. Et puis il y a des textes plus simples. Mais ma poésie vient comme elle vient. Je crois que cette liberté-là, on ne peut pas la retirer à un artiste. Ok. Est-ce que la poésie est encore vraiment utile dans une société qui est dominée par l'intérêt immédiat, le profit, une société dans laquelle les gens sont plus attirés par autre chose que les lettres, les belles lettres? Mais c'est justement là que la poésie devient importante, c'est là que la littérature doit... C'est dans les moments justement où le monde oublie son humanité, que les écrivains, les poètes doivent crier, rappeler l'homme, lui rappeler ce qu'il est, le ramener à lui-même, lui dire qu'il n'y a pas que le matériel, il y a une pensée en toi, il y a une vie en toi, il y a plus en toi, il y a une âme. Et donc c'est dans ces moments-là, au contraire, où je pense que les écrivains, les poètes se doivent de monter au créneau pour ramener l'homme à l'humanité. Et quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été dans les moments de grande crise que les plus grands poètes, les plus grands penseurs, les plus grands philosophes ont émergé. Parce que nous devons porter la conscience de la communauté et de l'humanité. Là, je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. Puisque jadis, l'initiation à l'humanité passait par les humanités. Exactement. C'est-à-dire la confrontation avec les grandes œuvres classiques. Exactement. De l'humanité, oui. Mais de nos jours, les gens sont attirés par autre chose. Mais c'est pour ça qu'il faut des émissions comme la vôtre. Oui, oui. C'est vraiment un signe avant-coureur d'une crise d'hommes dans notre société. Oui. Alors, vous avez à votre actif 2 recueils de poésie, oui. le Bictari et puis Divagation. Venons d'abord à Bictari, le Bictari. Pourquoi ce titre-là, Bictari? Le Bictari, au fait, c'était d'abord un hommage à mon père, parce que il avait donné comme nom à sa maison, les Bictari, et que très souvent, j'ai essayé de comprendre pourquoi il avait donné ce nom. Ce nom vient de lui, de votre père. Oui. Oh. Sa résidence s'appelait les Bictari. Les Bictari. Les Bictari, au pluriel. Oui. Et j'ai toujours cherché à comprendre pourquoi, et lorsque je lui posais la question, je ne recevais pas de réponse. Il me disait, tu comprendras un jour. Mais je me suis donné ma propre réponse à ça. Lequel? Je me suis donné ma propre réponse. Et je me suis dit, le bic, selon l'entendement, en tout cas quinois, oui. Souvent on ne parle pas de stylo, on parle de bic. De bic, oui. Qui est pourtant une marque. Mais le bic, chez nous, a toujours eu comme consonance l'intellectuel. Oui. Celui qui va à l'école ou qui a été à l'école. Oui. Donc celui qui tient un bic, c'est quelqu'un c'est un intellectuel. Et quand on écrit de la poésie, on ne travaille plus avec son intellect, on travaille avec ses tripes et son âme et son cœur. Et donc, j'écris avec un bic qui n'a pas d'encre. L'encre qui est l'intellect, je le retire pour écrire avec un bic sans encre. Et le résultat? Ah ben ça, c'est les lecteurs qui peuvent le dire, mais j'ai reçu en tout cas un accueil très très positif. Oui. Et je crois que c'est justement, comme on disait tout à l'heure, quand les mots parlent à l'âme, quand les mots parlent à l'âme, il reçoit tout de suite une réponse, parce que les gens ont soif quelquefois de se rappeler qu'au-delà des vicissitudes de la vie, il y a autre chose de plus important qui est en nous. Voilà. Et le fait de le rappeler dans mes textes, je crois que ça a touché beaucoup de gens. Quels sont les thèmes majeurs que vous abordez dans ce recueil-là? Alors, dans le Bictari, il y a 4 thèmes. Il y a le Congo,
Des textes sur le Congo, il y a des textes sur la femme. Oui. Il y a des textes sur l'immortalité, Oui. évidemment, et des textes sur l'amour. Et dans divagation? Alors, dans divagation, ce sont des textes, j'ai un peu mélangé. Oui. J'ai fait les choses un peu différemment avec divagation. Mais vous trouvez des textes encore sur la femme. Il y a beaucoup de textes sur la femme parce que, comme je disais tout à l'heure, je voulais donner des mots au silence de femme. Et dans ces textes, j'aborde surtout des sujets que l'on peut considérer comme tabous dans notre société, mais c'est une façon de pouvoir les remettre en exergue et permettre un dialogue. Permettre aussi à la femme elle-même de dialoguer avec elle-même. Et donc, il y a des thèmes comme la femme stérile, oui. la veuve, l'inceste, le viol, la femme battue. Donc, il y a plusieurs textes comme ça sur la femme. Et au-delà de ça, évidemment, je reviens sur l'immortalité. Comme j'ai dit, c'est vraiment un thème que j'aime beaucoup. Okay. Et il y a des textes sur l'artiste, pour justement que l'artiste revienne à ce qu'il doit être. Oui. Et voilà, donc c'est un mélange dans divagation, il y a beaucoup plus de mélange. C'est un livre qui est un peu plus mélancolique. Divagation? Oui, que le Bictari, mais je l'ai voulu comme ça parce que je pensais qu'il était nécessaire d'ouvrir le débat sur certaines choses. Lesquelles? Comme j'ai dit, par exemple, sur la femme. Oui. Sur la femme, déjà le débat entre femmes, mais aussi le débat... j'ai des hommes qui l'ont lu et qui m'ont dit merci parce que je comprends mieux ma femme. Maintenant, parce que j'ai maintenant les mots qui me font comprendre ce qu'elle ressent. Donc, voilà. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux femmes qui nous suivent par rapport à leur destinée, par rapport à la place qu'elles doivent occuper dans la société? Ouf, oui, bon, je leur dirais de lire mes livres, elles comprendront beaucoup de choses là-dedans par rapport à ce que je pense que la femme devrait être. Oui. Y a un terme que j'utilise souvent et il m'est arrivé de faire des conférences pour expliquer pourquoi j'appelle la femme le baobab. Oui. Et quand je parle d'une grande dame, je dis toujours une femme baobab. Pourquoi? Parce que on a voulu, en tout cas dans notre société, associer l'homme au baobab. Mais quand on voit ce qu'est un baobab, ce que le baobab représente, par exemple, je vais donner quelques exemples. Le baobab est appelé l'arbre sacré. Oui. Parce que c'est un arbre qu'on ne coupe pas, c'est un arbre qu'on ne détruit pas. Et donc, c'est ce que la femme devrait être dans notre société. Or, la femme est la première victime, victime de guerre, victime de viol, victime dans son foyer. Si ce n'est pas la belle famille, c'est le mari qui frappe. Donc, la femme devrait être remise dans son rôle de baobab. Le baobab est un arbre qui, on l'appelle l'arbre bouteille. L'arbre bouteille. Parce que dans le baobab contient beaucoup d'eau. Et quand il y a une sécheresse dans la savane, même les éléphants viennent gratter pour boire. Et c'est ça la femme. La femme est toujours la dernière ressource quand il n'y a plus autre chose. C'est ce qu'elle devrait être dans notre société. L'arbre à pas l'arbre. Pourquoi l'arbre à pas l'arbre aussi? Parce que quand il y a des guerres, quand il y a des conflits, on va se mettre sous l'arbre à part l'arbre pour parler. Oui. La femme doit être cette rassembleuse. Et j'aime à dire que là où il y a des conflits, c'est la femme qui a perdu. Là où il y a des conflits, c'est là où la femme n'a pas réussi à jouer son rôle. Parce que même quand un dirigeant, même le plus violent des dirigeants, a une femme à ses côtés, qui l'écoute, c'est peut-être la dernière personne qui lui parle avant qu'il s'endorme. Et donc, si la femme comprend son rôle dans la société, je crois que beaucoup de conflits n'existeraient plus. Voilà mon message à la femme, soyez des femmes baobab. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette femme prenne conscience de son rôle
ce rôle-là qui est très fondamental. Justement, c'est l'éducation, Oui. C'est vraiment l'éducation, c'est le fait de créer des forums ou des plateformes où les femmes peuvent se parler, oui. Mais se parler de cœur à cœur. Moi, le fait, avec mes 2 ouvrages, ça m'a ouvert beaucoup de portes justement dans ce monde de femmes, oui. Pour pouvoir les parler, pour pouvoir expliquer. Pour expliquer c'est quoi quand on parle de la parité, de quoi on parle, parce que tout le monde le comprend à sa manière. Pour moi, la parité, je l'ai définie une fois dans une école où j'étais, où un jeune garçon, parce que c'était la journée de la femme, oui. Et ce jeune garçon, je parlais justement de la femme baobab, et il est venu vers moi en disant: mais madame, vous poussez les femmes à l'insoumission. La Bible dit: femmes, soyez soumises. Et voilà, vous poussez la femme à l'insoumission. Et puis la parité, moi je ne comprends pas la parité. Vous voulez les mêmes droits que les hommes, vous voulez ceci, vous voulez cela. Alors je lui ai juste dit: on va faire un exercice très simple. Mets-toi sur une jambe. Il l'a fait, il s'est mis debout sur une jambe. Je lui ai dit: marche. Il était incapable de marcher, il a un peu sauté et puis il était en déséquilibre. Alors je dis: ben voilà, maintenant, pour que tu marches bien, qu'est-ce qu'il te faut? Il dit: ma 2e jambe. Je dis: voilà. Au fait, c'est quoi? C'est que pour que l'humanité, je prends l'homme, l'humanité fonctionne, oui. Il y a besoin des 2 jambes. À certains moments, c'est la jambe gauche qui avance. Oui. Et puis elle devient un appui pour la jambe droite et vice-versa. C'est ça la parité pour moi, et c'est ce que la femme doit comprendre. On est complémentaires, mais cette complémentarité, nous ne devons pas être le pied beau, comme on dit, ou le pied abîmé. Oui. Parce que quand le 2e pied ne fonctionne pas, oui. Eh ben on est obligé de prendre une béquille ou j'en sais quelque chose, mais pour dire que la femme doit être ce pied-là. Okay. Voilà. Qu'est-ce qui explique votre engagement pour la promotion de l'écriture? Moi, mon engagement, c'est vraiment l'écriture et la littérature et la lecture surtout. Oui. Pourquoi? Parce que je vois, moi, ce que la lecture a fait de moi. Oui. La lecture m'a permis d'ouvrir pas mal d'horizons, de comprendre beaucoup de choses, de réfléchir. Ce qui est bien avec la lecture, c'est qu'on ne peut pas lire dans le bruit. C'est un exercice qui est solitaire. Oui. Et j'ai l'impression que de plus en plus, on oublie d'être seul, qu'on a besoin parfois de se retrouver seul. Le fait d'être seul, ça nous permet de nous retrouver avec nous-mêmes. Oui, tout à fait. Voilà. Et cet exercice qui ne se fait plus fait que nous avons aujourd'hui une jeunesse qui se perd complètement, beaucoup plus ouverte vers l'extérieur qu'elle devrait être sur elle-même. Et c'est pour ça que je suis absolument pour la promotion de la lecture, et d'autant aussi qu'il y a certains qui n'ont peut-être pas l'occasion de faire de grandes études, mais une personne qui lit, oui. Vous pourrez voir, nous avions certains de nos parents qui n'ont pas fait l'université, mais lorsqu'ils écrivaient, lorsqu'ils vous parlaient français, ils vous parlaient, et même dans leurs réflexions, il y avait de la structure. Et ça, on acquiert ça avec la lecture. C'est ce qui vous pousse à vous engager. Exactement, davantage. Parce que je pense que si aujourd'hui nous pouvons avoir des bibliothèques dans tous les quartiers, si aujourd'hui les enfants peuvent être remis dans ce goût de l'écriture, de la lecture, notre société ira beaucoup, beaucoup mieux que de voir nos enfants traîner dans la rue, entendre la musique des bars, ils sont là à danser. L'enfant apprend à danser, il n'y a pas de mal à danser, mais je crois qu'au-delà de ça, il a besoin de se construire en tant qu'être humain. Et cette construction passe aussi par des temps seuls à lire. Est-ce que vous pensez que la lecture peut combler toutes les aspirations de l'homme? Non, pas toutes les aspirations, mais elle peut en combler pas mal. Il y a tellement de livres. Moi, il y a des livres, par exemple, des fois, quand j'ai besoin d'être inspirée,
parce que je me lance dans un combat et je ne suis pas trop sûre comment y aller. Avec un livre, une biographie d'une personne qui a réussi dans mon domaine, oui. Ça me donne des clés. Je disais une fois dans une école que un enfant, par exemple, qui me dit « je veux devenir médecin », je lui dis « lis des livres écrits par des médecins ». Ouais. Pas des livres scientifiques seulement, mais des livres où il raconte son parcours. Parce que l'expérience qu'il a acquis en 25 ans, tu pourras l'acquérir en lisant juste un livre, c'est 25 ans de gagné. C'est 25 ans d'expérience gagnée dans ton parcours. Oui. Et donc, si les enfants commencent tôt à s'initier à la lecture et surtout à entrer dans comment dire, des livres qui les intéressent par rapport à ce qu'ils veulent faire dans la vie, ça va les aider énormément. Okay. Que peut la littérature dans une ville comme Kinshasa? Elle peut faire quoi? Est-ce qu'elle a le moyen de sa politique, de sa vision? La littérature? Oui. Ça, c'est encore c'est une question intéressante. Non, pour l'instant, elle n'a pas les moyens de son ambition. Oui. Okay. On se bat comme on peut. Oui. Je sens, et moi, c'est ce que j'aime bien, il y a de plus en plus de monde qui entre dans ce combat. Nous avons beaucoup de jeunes. Là, par exemple, il y a quelques jours, j'ai assisté à un événement qui s'est appelé le Concert des mots, qui était organisé par des poètes et des slameurs. Mais de voir toute cette jeunesse, la salle était comble. La salle était comble, c'était à l'Académie des Beaux-Arts. C'est pour dire qu'il y a un besoin, il y a une envie. Maintenant, pour que ce besoin puisse s'exprimer, et en tout cas que les artistes puissent s'exprimer, il faut derrière qu'il y ait aussi une politique du livre, une politique de la culture qui permette l'éclosion de la littérature et de la culture en général, comme ça se passe ailleurs. Voilà. Cela relève bien sûr du pouvoir public. Ça relève du pouvoir public, mais ça relève aussi de nous, parce que nous-mêmes aussi, nous avons la possibilité, avec nos maigres moyens, de faire des choses. Tout à l'heure encore, j'étais allée participer à un événement où une jeune dame que je connais, que vous connaissez peut-être, Jenny Kilele, elle fait pendant les vacances, biblio-vacances, où elle reçoit des enfants, où on les initie à l'écriture, à la lecture, au dessin, au chant, à la prestation scénique. Donc, tout ça, ils sont jeunes, mais c'est des choses qu'ils vont garder et qui vont permettre de les aider plus tard. Et d'ailleurs, pendant qu'ils faisaient leur débat, il y a des enfants qui disaient « oui, il faut qu'il y ait des bibliothèques dans toutes les écoles ». Donc, on crée, tant qu'il y aura cette dynamique et que cette dynamique va grandir, je crois qu'au final, le pouvoir public va suivre. Okay. Quel regard portez-vous sur la littérature congolaise aujourd'hui? La question, c'est par rapport à quoi exactement? Pour être plus précis. Disons un état des lieux, par exemple, la littérature. La littérature congolaise souffre du manque de politique du livre. Okay. Oui. Beaucoup de manuscrits dorment, et je dirais même beaucoup de chefs-d'œuvre dorment dans des tiroirs. Parce qu'il est très difficile de trouver des éditeurs et toute la chaîne du livre est un parcours du combattant. Donc j'ai bon espoir, je me dis que tant qu'il y aura des gens pour écrire, la littérature existera. Maintenant, à nous de nous battre pour faire en sorte que les structures suivent et que nous puissions réellement, qu'un auteur puisse vivre de ses œuvres. Okay. Quel livre aimeriez-vous écrire et que vous n'avez pas encore écrit? Oui, il y a un livre que j'aimerais écrire, que je n'ai pas encore écrit et que je me trouve bloquée à chaque fois. Oui.
Je ne lui ai pas encore donné de titre. Il est encore beaucoup dans ma tête. Mais c'est encore un livre sur des histoires de femmes. Ok, les femmes. Toujours. Encore, oui, bien sûr. Toujours. Bien sûr. Évidemment, il y a combien de livres écrits par des hommes avec des histoires d'hommes? Ça, je ne m'en excuserai pas. Je ne m'excuserai absolument pas de vouloir écrire sur la femme. Il faut que la femme prenne la parole. Que là, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Mais avant qu'on en arrive là, pour le plaisir de ceux qui nous regardent, si vous pouvez nous lire une strophe ou un texte tiré de l'un de vos recueils. Oui. Ok. Je vais prendre Divagation. Ok. Donc, je vais pouvoir me lever ici. Pardon? Divagation. Voilà, je vais prendre Divagation. Et puisqu'on a parlé d'écriture, je vais lire un texte que j'ai écrit qui s'appelle Feuille blanche. Feuille blanche. Rien de plus magique qu'une feuille blanche. Elle est comme une femme qui se révèle, comme une histoire qui vous appelle, un roman, un poème en quête de vie éternelle. Quoi de plus érotique qu'une page immaculée? Elle est-elle une vierge qui s'offre, regardant tendrement son homme, attendant haletante ses assauts fougueux? La plume est à la merci, la feuille blanche, pardon, est à la merci d'une plume, se languissant des caresses de cette dernière, se voulant marquer de son encre à jamais. La feuille blanche nous interpelle. Témoin, elle voudrait être de ces sentiments passagers qui nous bouleversent. Elle est un aphrodisiaque. Avec elle, tous les excès sont possibles. Ivresse, passion, utopie. Prends ta plume, à toi de la saisir. Rends la feuille ivoirine inoubliable, volubile. Il te suffit d'y coucher l'encre de ton cœur, d'y verser ton âme. Étends sur elle tes passions, tes écueils. Ne crains point les bavures, ignore les bifures, use des mots comme de la peinture. J'aime les feuilles blanches, tachées par la vie. Fantastique. Est-ce là une invitation à l'écriture? C'est une invitation à l'écriture. J'ai voulu lui donner un peu la forme d'une relation, un peu ce qu'on a dit, c'est pour ça que ça m'est venu, d'une relation entre une femme et un homme, et cette feuille blanche qui veut être marquée, qui veut qu'on lui donne la parole, qui veut qu'on l'embellisse. Donc voilà, et ça s'appelle Feuille blanche. Ok, pour boucler la boucle, avez-vous un mot à propos de cette émission, Belles Lettres? Eh bien, je dirais d'abord merci. Merci d'avoir pensé à moi. Merci m'avoir fait l'honneur d'être la première femme reçue. J'espère qu'il y en aura d'autres. Tout à fait. Parce qu'elles sont là. Malheureusement, certaines n'ont peut-être pas encore publié, mais des femmes de lettres, il y en a quand même pas mal à Kinshasa. Et au-delà de ça, je vous souhaite une bonne continuation parce que ce genre d'émission, nous en avons besoin. Nous avons besoin de remettre parfois les pendules à l'heure et ramener l'homme à l'humanité. Voilà. Merci. Nous vous disons merci pour vous être disposé à nous. Je vous en prie. Nous espérons que nous aurons encore à vous inviter sur ce plateau pour parler avec d'autres plaisir. choses. Avec plaisir. À toutes et à tous, nous disons merci pour votre attention et vous fixons rendez-vous à la prochaine émission. Bye bye.